Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. À Marseille, les candidats priés de respecter les règles de bonne conduite. 48 heures après le premier tour de la primaire PS, la tension est à son comble. Patrick Mennucci et Marie-Arlette Carlotti font bloc dans la bataille qui les oppose à la sénatrice Samia Ghali. Juillet 2013, le Sénat faisait trembler le monde du vélo après ses révélations sur les dopés à l'EPO. 3 mois après, que reste-t-il de cette commission d'enquête? Nous poserons la question à notre invité ce soir, Jean-François Humbert, sénateur UMP du Doubs. À quoi ressemblera la France dans 10 ans? Le Sénat lance un groupe de travail pour réfléchir à l'avenir du pays et notamment le devenir de notre modèle social. Débat à suivre dans ce journal. En 1900, la France accueillait sa dernière exposition universelle. Depuis, plus rien. Des parlementaires, dont le sénateur socialiste Luc Carvounas, militent pour que la France soit candidate en 2025. Un projet porteur, selon lui, pour le rayonnement et le dynamisme du pays. Julie Hulin. Des trottoirs roulants, une première ligne de métro, un petit et un grand palais, 50 millions de visiteurs. Nous sommes en 1900, Paris accueille l'exposition universelle. Un événement qui n'a pas été réédité depuis. Et si la France déposait sa candidature pour 2025? Une idée lancée il y a 2 ans par le député maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin. La France a besoin, peut-être aujourd'hui plus que jamais, de retrouver un élan, de se remobiliser, de se recréer un rassemblement. L'idée, c'est d'avoir un territoire de projet qui soit nouveau. Paris a été le territoire de projet des expos du 19e siècle. Le Grand Paris doit être le territoire de projet des expos du 21e siècle. Et le Grand Paris, articulé avec ses métropoles, avec les grandes métropoles françaises. Le concept, réemployer de façon éphémère les infrastructures du futur Grand Paris et les monuments existants des grandes villes françaises. La Tour Eiffel relookée par les Chinois, Versailles réinventé par le Brésil, chaque exposant se verrait attribuer un lieu pour une performance qui devrait faire appel aux nouvelles technologies. Là où quelques-uns qui nous écouteraient se diraient mais qu'est-ce que c'est que cette lubie de finalement 2 élus locaux, les maires de Neuilly et d'Alfortville, qui auraient envie d'initier ce projet? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire au moment où on parle de crise, de compétitivité, de chômage? Eh bien, au contraire, ce projet ne peut être que fédérateur, un fédérateur économique, un booster d'aménagement du territoire. L'association Expo France 2025, créée pour soutenir cette candidature, s'est déjà attiré le soutien de grands acteurs économiques, politiques et universitaires. Objectif, être prêt pour le dépôt des candidatures en 2016. À Marseille, la bataille pour les primaires bat son plein. Les candidats ont été priés de respecter les règles de bonne conduite par la haute autorité des primaires, représentée par l'avocat Jean-Pierre Mignard. Le président de la communauté urbaine, Eugène Caselli, pourrait se rallier à Patrick Mennucci. Une décision inspirée par Matignon accuse Samia Ghali. Et Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam, avec vous on va voir la météo des groupes politiques. Eh bien si Marseille n'était pas vraiment officiellement au programme de ces réunions de groupe, c'était dans tous les esprits. Et oui, dans tous les esprits, à commencer par l'esprit de Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP, mais surtout maire de Marseille, qui pose un regard narquois sur les événements du week-end. On l'écoute. J'observe que ces gens-là doivent s'aimer les uns les autres. Et qui donne un spectacle assez lamentable. Alors l'attaque, c'est contre le clientélisme, afin que chacun s'en empare. En clair, selon le maire de Marseille, l'UMP n'a pas le monopole des basses manœuvres politiques et le PS vient d'en faire l'éclatante démonstration. Plus sérieusement, à droite, tout le monde ne se réjouit pas de cette situation, de ces événements, avant tout parce que cela accrédite la thèse du tous pourris et ça fait du mal à tous les politiques, quel que soit le camp. Malgré tout, après un an de guerre intestine entre François Fillon et Jean-François Copé, eh bien ça fait du bien de voir les bisbilles du camp d'en face. Gérard Longuet d'ailleurs ne boude pas son plaisir. Bon sang ne pourrait mentir, il y a vraiment des traditions socialistes marseillaises qui se perpétuent avec des talents nouveaux, avec des noms nouveaux, mais c'est toujours les mêmes méthodes. On bourre les isoloirs, avant on bourrait les urnes, maintenant il y a un progrès, on bourre les salles de vote avec un ramassage qui ressemble terriblement à un racolage. D'ailleurs le journal Le Monde, qui n'est pas sans humour, parlait d'une foule bigarrée. Eh bien, c'est une forme d'intégration et de participation. Laissons aux socialistes leurs difficultés, leurs épreuves et leurs souffrances. Bon courage pour eux.
Alors à droite, Tam, on se réjouit aussi parce que la candidate est bien arrivée en tête, Samia Ghali, est jugée plus facile à battre. Est-ce qu'on vous l'a confirmé? Alors ça, personne n'a voulu l'admettre ouvertement. En revanche, les tacles à Samia Ghali n'ont pas manqué. La droite est trop contente de rappeler, par exemple, que Samia Ghali, eh bien, c'est aussi la candidate de Jean-Noël Guérini, une proche de Jean-Noël Guérini, qui est le symbole du clientélisme à Marseille. On est donc loin, très loin de l'image de renouveau qu'elle souhaite incarner. On se frotte les mains à droite, mais qu'en est-il chez les socialistes? Changement d'ambiance, ça c'est sûr. On a tenté de poser la question à François Rebsamen, le chef de file des socialistes au Sénat, ou encore à Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Mais dès qu'ils ont su de quoi on voulait parler, ils nous ont fui comme la peste. Sur Marseille. Oh non, non, voilà maintenant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Marseille? Non, pas trop, non. Heureusement, nous avons croisé le chemin de Laurence Rossignol, sénatrice mais également porte-parole du PS. Elle relativise et appelle à l'unité. Visiblement, il y a des candidats qui émergent au second tour, qui sont probablement ceux qui ont fait le plus de travail de terrain. Voilà. Ils ont mobilisé leurs électeurs pour la primaire. C'est le principe même de la primaire. Les candidats mobilisent les électeurs. Et je ne sais pas lequel des deux candidats sortira des urnes de la primaire dimanche prochain. Mais de toute façon, celui qui sera choisi par les Marseillais sera le bon candidat, celui que la gauche soutiendra et celui qui fera le rassemblement autour de lui. Les deux sont des bons candidats. Et donc, pour paraphraser Laurence Rossignol, il y a donc eu une prime à la campagne de terrain. N'y voyez surtout pas une sanction à la politique du gouvernement. N'y voyez surtout pas un enseignement national à tirer à ça, non, surtout pas. Merci beaucoup Tam. Et puis François Bayrou, qui était l'invité de l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, Preuve par 3, a réagi à cette primaire marseillaise. On l'écoute. Clientélisme comme d'habitude. Le spectacle affligeant de pratiques multipliées qui visent à changer le résultat d'une élection plutôt qu'à se voir cette élection honnête et claire comme elle devrait l'être. Donc les choses ne changent pas beaucoup en politique à Marseille. À Marseille. C'est un grand souci de voir ça. Mais je sais bien que les primaires sont très à la mode de ce point de vue-là, mais vous voyez à quels excès elles poussent. Hein, donc on arrive au bout de la logique des primaires, hein. Bon, oui, je ne sais pas si on arrive au bout, on y est entré, mais je ne sais pas si on arrive au bout. Voilà, Preuve par 3, c'est à revoir ce soir sur Public Sénat à partir de 22h45. Et sachez que vous pourrez suivre jeudi à 18h le débat pour la primaire socialiste à Marseille. Débat entre Samia Ghali et Patrick Mennucci. 3 mois après le rapport de la commission d'enquête sur le dopage, les conclusions de ce rapport étaient débattues cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat en présence de la ministre des Sports Valérie Fourniron. On l'écoute. Il est, vous imaginez, essentiel pour la ministre de pouvoir s'inspirer, et du coup ce travail me facilite la tâche, de ce rapport aussi complet que qualitatif. On est effectivement très loin de vœux pieux ou d'incantations, mais bien de propositions qui sont opérationnelles et extrêmement concrètes. Voilà pour la séance. Et en commission, eh bien, il y avait une audition de Fleur Pellerin. Pas de risque avéré pour la santé dans un avis sur les ondes électromagnétiques. C'est ce qu'a dit l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui ne propose pas de nouvelles limites d'exposition, même si elle recommande le port du kit main libre pour les enfants et la réduction des émissions des antennes déjà installées. On va écouter ce qu'en dit Fleur Pellerin, qui était donc auditionnée au Sénat. On l'écoute. Il peut y avoir par moment certaines inquiétudes de nos concitoyens au sujet de l'installation de nouveaux équipements, de nouvelles antennes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie, la 4G, qui est moins émettrice d'ondes que la 3G ou la 2G. Donc je crois qu'il faut trouver le bon équilibre entre les inquiétudes légitimes de certains de nos concitoyens et en même temps le déploiement de ce réseau moderne qui fait aussi la compétitivité de notre économie. Fleur Pellerin était donc auditionnée cet après-midi au Sénat sur l'affectation des fréquences de très haut débit mobile, dont la fameuse 4G dont on parle beaucoup en ce moment. On s'arrête ce soir sur les possibilités offertes par le très haut débit, et notamment dans le domaine de la santé, avec ce reportage de Paul Bouffard au centre hospitalier de Beauvais, dans une unité de télémédecine. Vous allez voir, c'est épatant.
L'image est très claire et je vous entends très bien. Au centre hospitalier de Beauvais, la consultation se fait par écran interposé. Depuis 2011, une unité de télémédecine s'organise. Face au docteur Boutet, une infirmière en direct de l'hôpital de Chaumont-en-Vexin, à 30 km de là. Plus de trajet inutile en ambulance, le patient descend simplement de sa chambre pour consulter à distance. Ça augmente les chances du patient lorsqu'il est pris d'une pathologie urgente, notamment présence d'un accident ou suspicion d'un accident vasculaire cérébral chez un patient qui arrive aux urgences de l'hôpital d'Abbeville. Il est pris en charge instantanément par un neurologue qui est situé au CHU d'Amiens et on évite ce temps de transport qu'il y avait avant. Il fallait transporter le patient au CHU d'Amiens, on perdait 1 heure. Selon les médecins, l'alliance e-santé et THD, entendez très haut débit, pourrait bien faire reculer les déserts médicaux. Depuis qu'on a la fibre optique, dans nos systèmes de communication, même si tout n'est pas toujours parfait, c'est quand même meilleur pour la qualité des transmissions et la qualité des informations qui se transmettent par réseau. Dermatologie, cardiologie ou encore chirurgie, tous les domaines de la médecine s'engagent. Alors une révolution, c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas c'est une évolution culturelle essentiellement parce qu'il faut que les professionnels de santé s'adaptent à cette nouvelle pratique professionnelle. Les patients eux s'y adaptent très très vite. Alors là, on n'a jamais eu de refus de patients pour une téléconsultation. Par contre, les professionnels de santé, il faut qu'ils adaptent ce temps de téléconsultation dans leur pratique habituelle. À Beauvais, l'unité est encore en expérimentation. Toutefois, en Picardie, 1000 téléconsultations s'opèrent chaque mois. 270 voix contre 249. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de réforme des retraites. Il prévoit l'allongement progressif de la durée de cotisation à 43 ans et la création d'un compte pénibilité. Le texte sera discuté au Sénat à partir du 28 octobre. Marion Maréchal-Le Pen demande au Parti socialiste de sanctionner l'assistant parlementaire du sénateur Jean-Pierre Michel. Elle s'estime insultée par un tweet. Le Parti socialiste concède ce soir qu'il s'agit d'un tweet grossier, stupide et inutile, mais que la députée Front National du Vaucluse est elle-même, je cite, l'héritière d'une tradition politique de propos déplacés. Au moins 1 millier de salariés d'Alcatel ont défilé aujourd'hui dans les rues de Paris. Ils protestent contre le plan visant à supprimer 900 postes en France. 24h Sénat, tout de suite, le débat. La protection sociale à la française a-t-elle encore un avenir? Menacée en période de crise, les sénateurs proposent plusieurs pistes pour pérenniser notre système. Flora Sauvage. La France, championne du monde des dépenses de protection sociale. En 2013, elle représente 33% du PIB. Quel sera notre système de protection sociale dans 10 ans? C'est l'un des thèmes abordés lors d'une table ronde cet après-midi au Sénat sur l'avenir de la France. Est-ce que nous aurons les moyens de notre politique? C'est vrai que c'est ancré, c'est dans l'ADN de la société française d'avoir un système de protection sociale qui est sans doute un des meilleurs du monde. Je crois que c'est malheureusement à l'aune de l'économie et des moyens que nous aurons que nous pourrons maintenir ce système à la française auquel nous sommes très attachés. Avec la crise économique, le modèle social français est mis à mal et les sénateurs veulent imaginer des solutions pour préserver notre système de protection. Pour l'instant, on n'a pas encore inventé ce que d'autres pays ont commencé à faire, notamment les pays scandinaves, la flex-sécurité. Et pour moi, c'est effectivement un des grands enjeux, c'est-à-dire demander plus de flexibilité aux gens, parce que c'est la réalité de l'époque, tout au long de leur vie, et en même temps, leur donner des éléments de sécurité pour qu'elles ne soient pas vécues de manière anxiogène. Aujourd'hui, notre modèle paraît de moins en moins adapté aux évolutions socio-économiques actuelles et futures. Les 4 branches de la sécurité sociale devraient rester déficitaires de 9,3 milliards à horizon 2017. Et pour débattre de ce visage de la France dans 10 ans, nos invités ce soir, Fabienne Keller, bonsoir. Vous êtes sénatrice UMP du Bas-Rhin et vice-présidente de la délégation sénatoriale à la prospective. En face de vous, Ronan Kerdraon, sénateur socialiste des Côtes-d'Armor. Merci d'être avec nous. Alors, il y a eu plusieurs aspects qui ont été débattus cet après-midi au Sénat, et notamment, on vient de le voir dans le reportage de Flora Sauvage, le devenir de notre protection sociale. Alors, de quoi souffre-t-il le plus, Ronan Kerdraon, d'un déficit financier ou d'un déficit de légitimité?
Oh, vaste sujet sur lequel on aura peut-être du mal à répondre en quelques minutes. Je crois qu'on doit d'abord se féliciter d'avoir ce niveau de protection sociale en France. Et si on se dit quelle France voulons-nous dans 10 ans, dans 15 ans, il faut aussi se poser bien évidemment la question du niveau de protection sociale qu'on veut et est-ce qu'on veut conserver le niveau issu, il faut quand même le rappeler, de la résistance. Donc on a aujourd'hui un problème qui est de déficit, bien évidemment. Donc c'est tout l'enjeu depuis quelques années de résorber ce déficit et je crois qu'à travers la mission qui a été confiée à M. Pisani, eh bien, des pistes devront être lancées en espérant que le niveau de garantie soit toujours identique. Fabienne Keller, sur le devenir de notre modèle de protection sociale, il est vraiment menacé par ce déficit? Oui, bien sûr, il est menacé parce qu'il n'est plus robuste, il ne peut plus se financer. Mais je suis tout à fait d'accord, les Français y sont très attachés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un système qui protège. C'est d'ailleurs le débat aux États-Unis sur la protection de chacun. Mais aujourd'hui se pose la question de l'équité, de la justice. Les Français ont trop souvent le sentiment que c'est eux qui font des économies, qui sont moins bien remboursés ou qui sont mal couverts, par exemple sur les lunettes ou sur les soins dentaires, alors que d'autres sont largement couverts, alors que eux le mériteraient aussi. Donc c'est cette question de la justice sociale qui est posée. Donc comment être raisonnable en termes de dépenses, sans pénaliser des Français. Alors on sait que le Sénat va examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale le 12 novembre. Quelles sont les pistes qui devraient être abordées justement pour pérenniser le financement du système de protection sociale, Ronan Cardraon? Je crois qu'il y a le rapporteur général du budget de la sécurité sociale ici au Sénat, Yves Daudigny, est en train d'étudier ce dossier, qui est un dossier effectivement qui nous engage pour l'année qui vient, mais aussi pour les années suivantes. Je crois que l'une des premières pistes, effectivement, c'est une piste d'économie, puisque, bien évidemment, il faut diminuer, tant que faire se peut, les dépenses, et peut-être aussi mieux rembourser certains médicaments, peut-être inciter également, sur un volet éducatif, je dirais, l'utilisation des médicaments génériques. Donc là aussi, il y aura sans doute un certain nombre d'éléments qui seront apportés. Et puis, je crois aussi, un grand volet prévention me semble important, notamment, pas que dans le PLFSS d'ailleurs, mais bien évidemment, l'année prochaine, nous aurons un grand plan de stratégie nationale de santé. Je crois qu'un véritable volet de prévention se doit d'être inclus dans ce plan. Et je pense notamment, parce que j'ai fait un rapport avec ma collègue d'ailleurs, UMP, Madame Procaccia, sur la protection sociale et la santé des étudiants. Je crois qu'il y a là un véritable chantier et un véritable gisement d'ailleurs d'économie en matière de prévention. Vous parlez effectivement de la santé des étudiants. Les jeunes sont en effet les oubliés de la protection sociale. On s'aperçoit de ça dans certaines études. Et ils perdent confiance justement dans l'avenir de la sécurité sociale. Sans ressources, sans légitimité auprès des jeunes actifs, la sécurité sociale pourrait être démantelée au profit d'un système privé, d'assurance privée. Qu'en pensez-vous, Fabienne Keller? Je crois qu'on n'en y est on n'en est pas là en France. Il y a à nouveau un consensus national sur l'intérêt de notre système qui est perçu comme très protecteur, l'un des meilleurs du monde avec les pays nordiques. Mais effectivement, les jeunes qui souvent dans leur propre enfance ont été peut-être moins malades que les générations d'avant, n'ont pas l'accès, les clés d'accès aux dispositifs de santé. Et au-delà, c'est toute la question de la prévention qui est absolument stratégique, qui est moins coûteuse quand on la met en place en amont, être attentif, se soigner dès qu'on a un petit problème, pas attendre qu'il devienne important, la question de l'hygiène de vie. Et cela, il faut que ce soit tout à fait prioritaire chez nos jeunes, de manière à ce qu'ils restent en bonne santé et donc aussi qu'ils puissent construire leur projet d'étudiant ou leur projet personnel. Donc c'est des économies, oui, mais la prévention doit être un champ, au contraire, développé. Elle a beaucoup reculé. Ronan Cardraon, est-ce que vous partagez ce constat, cet optimisme de Fabienne Keller? On est attaché à un système de protection sociale publique. Il n'y a pas de danger de voir arriver un système à l'anglo-saxonne, par exemple? Moi, je me réjouis en tout cas de la position de Fabienne Keller, puisque nous avons été, nous, toujours attachés effectivement à ce système issu, je le rappelle, de la résistance, du Conseil national de la résistance. D'ailleurs, on parlait des jeunes tout à l'heure, les étudiants ont un système aujourd'hui qui est spécifique, unique en Europe, qui est issu lui-même
du Conseil national de la résistance, et il me semble important de préserver ces deux systèmes. Alors pour les étudiants, des pistes existent, soit on regroupe les deux réseaux, soit on continue dans le statu quo actuel, mais il y a un certain nombre de pistes qui ont été dégagées et qui devraient permettre, notamment au niveau de la prévention, d'agir efficacement, parce que on le sait que quelqu'un qui se soigne, un jeune qui se soigne aujourd'hui, ce sont des dépenses en moins pour la sécurité sociale dans les 10, 15 ou 20 ans. Et lorsqu'ils auront atteint 60, 65 ans, il y a d'autres problèmes de dépendance qui arriveront. Et je crois que là, on a une vision globale à avoir sur le sujet, en gros, de tous les âges de la vie. Fabienne Keller, retour de Jean Pisani-Ferry, donc il est commissaire général à la stratégie et à la prospective, qui était donc auditionné cet après-midi au Sénat. Vous avez donc abordé ce thème de la protection sociale, mais également la question de l'avenir de notre modèle de production. Ce matin, c'était la une du journal Les Échos. On a appris que plus de 12 000 entreprises avaient mis la clé sous la porte cet été. C'est un record. Dans ce contexte morose, comment on fait pour garantir notre modèle de production et son avenir? Ce qui est proposé effectivement par cette démarche, c'est de dessiner la France dans 10 ans, de faire un travail de prospective. Nous savons bien au Sénat ce que cela signifie, dessiner des scénarios et voir quels sont les... On rappelle, le Sénat donc dispose d'une délégation sénatoriale à la prospective. Vous en êtes d'ailleurs la vice-présidente. À quoi ça sert alors cette délégation? La prospective, c'est en fait se libérer un peu des contraintes de très court terme et réfléchir à ce qui est le scénario au fil de l'eau, et puis voir si c'est vraiment celui-là qu'on souhaite pour notre société, et si on veut l'influer, quels sont les leviers d'action. Ils ne sont pas forcément des décisions de court terme, mais au contraire, dans la durée, de manière tenace. Donc par exemple, on constate 12 000 disparitions d'entreprises. Si on continue sur cette pente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura encore plus de chômeurs. Donc que le modèle social dans lequel nous sommes, où voilà, les personnes travaillent si elles le souhaitent et s'épanouissent au travail et ont ainsi un statut social, s'effondre. Et si on ne le souhaite pas, ça nécessite une série de mesures. Et ce n'est pas juste un dispositif fiscal, c'est un travail plus en profondeur qu'il faut faire sur l'accueil du créateur d'entreprise, son accompagnement. D'ailleurs, cet après-midi, on a évoqué cette incroyable complexité administrative pour celui qui a un projet. C'est la question de la prise en compte sociale de l'entreprise. Ce n'est pas un mal. L'entreprise, comme François Hollande a voulu nous le faire croire, c'est un acteur essentiel parce qu'il crée de l'emploi. Et puis, comment on fait pour accompagner une entreprise dans un secteur en difficulté, pour essayer de sauvegarder des savoir-faire? Donc, comment mobiliser des forces pour, à moyen et long terme, être encore un pays créateur d'emplois? Alors justement, Ronan Cardin, on a vu cette situation là, de ces entreprises, de ce record d'entreprises qui ont été contraintes de fermer. Comment on fait? Est-ce qu'on doit éteindre l'incendie tout de suite, ou est-ce qu'au contraire, c'est là qu'on voit l'utilité de grandes orientations à 10 ans dans ce contexte? Alors, vous parlez des entreprises. Moi, je voudrais quand même rajouter également, étant originaire de Bretagne et des Côtes-d'Armor en particulier, la situation de l'agroalimentaire en Bretagne aujourd'hui, qui est complètement sinistrée, qui prend de plein fouet d'ailleurs la mondialisation et la crise. Tout à fait. L'abattoir Gade, entre autres, mais chez Doux et dans d'autres abattoirs et dans d'autres entreprises. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse comprendre aux Français, à nos concitoyens, qu'il faut à un moment donné passer du stade pessimiste, parce que c'est vrai qu'il y a ce problème de confiance dans l'avenir, confiance qui ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que les 5 années de Nicolas Sarkozy n'ont fait qu'accentuer cette crise de confiance. Moi, je suis intimement persuadé que l'un des leviers sur lesquels on doit jouer, et je crois que Mme Keller partage cette analyse-là, parce qu'elle a fait un rapport là-dessus, autour de l'innovation. Je crois beaucoup à l'innovation dans ce pays. On a, parmi les raisons qui expliquent les disparitions d'entreprises, c'était très souvent des emplois délocalisables. Aujourd'hui, on sait que nous avons, notamment dans ce qu'on appelle la silver économie, des gisements importants d'emplois. Grâce à d'autres secteurs d'activité, on devrait être en mesure de récupérer comme ça des emplois localisables dans nos territoires. Et moi, j'y crois Fabienne Keller, vous êtes d'accord sur les solutions, mais pas sur le diagnostic, visiblement. Voilà. Je crois que
François Hollande a très clairement ciblé les entreprises, les dénonçant comme coupables parce que les chefs d'entreprise s'enrichissent, oui, mais ils prennent des risques pour eux-mêmes, ils s'engagent beaucoup et ils créent ce que nous aimerions bien pouvoir faire, nous, en tant qu'élus, c'est ce que nos concitoyens nous demandent le plus, c'est de l'emploi. Moi, je vais beaucoup en contact actuellement des Strasbourgeois, ils ne me parlent que de ça, l'emploi pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs proches, l'accès à une vie de professionnel pour les jeunes, c'est stratégique pour une société. Moi, je suis vraiment très frappée du recul de l'agroalimentaire. C'est une des forces de la France. Donc ce domaine doit être complètement prioritaire. L'art de vivre, la convivialité à la française est appréciée dans le monde entier. Dans le monde entier, on adore manger les baguettes françaises, boire le vin et goûter les produits de qualité. C'est un atout. Il faut épauler tout notre secteur pour qu'il reste un des fers de lance de l'export, de la production dans le monde et de l'image de la France. Donc cette mobilisation autour de l'entreprise doit remonter la pente de la mauvaise image donnée depuis une grosse année à tout ce secteur de l'entreprise. Il y a une inversion à faire, elle est loin d'être réalisée puisque les entreprises ont été... Quand on fait de la prospective, permettez-moi, elles ont été très fiscalisées et très fortement pénalisées sur l'année écoulée. Et ça aussi, ça a donné un message, notamment à toutes les entreprises dont les capitaux sont étrangers, les encourageant à se désinvestir en France. Il faut tous ensemble, et on en est d'accord, remonter la pente, mais c'est bien dommage qu'on ait passé ce message négatif. Quand on fait de la prospective, comment on peut trouver une grande orientation, une ligne de force? On sait qu'on a reçu, nous, hier sur ce plateau, Jean Pisani-Ferry, qui faisait souvent référence à Jean-Pierre Chevènement, qui, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, avait dit on va amener une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ça, c'était une des propositions fortes. Aujourd'hui, en matière de production, de sauvegarde de l'emploi, quelle pourrait être cette ligne de force? Moi, je crois que si on veut que les Français, effectivement, retrouvent confiance en l'avenir et qu'ils aient une lisibilité, une visibilité devant eux, moi, je rencontre aussi les Plérinées, puisque je suis maire d'une collectivité des Côtes d'Armor, et ce que me disent mes concitoyens, c'est fixons-nous un objectif ou des priorités claires, parce que c'est comme ça que nous serons des politiques crédibles. Alors, l'école en est un, une meilleure adéquation, me semble-t-il, entre la formation et le monde de l'emploi et de l'entreprise me semble primordiale. Mais pour cela, il n'y a pas que l'État. Tout à l'heure, on évoquait l'après-guerre. On était dans un système où on avait un État-providence. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Ce n'est plus que l'État-providence, c'est le rôle des collectivités locales, des régions, notamment en matière d'apprentissage, des départements, des intercommunalités. Il y a là toute une synergie à mettre en œuvre qui me semble importante si on veut se fixer des objectifs. Et puis surtout, la méthode que propose le gouvernement, qui est de se donner sur 10 ans une vision, laisse le temps à la fois à la concertation, ce qui est très important, et un certain nombre de chantiers ont été ouverts, mais aussi à la mobilisation des énergies. Et ça me semble important. Je voudrais vous faire réagir tous les deux, avant de terminer ce débat, à un autre sondage, à notre partenaire du nouvelobs.com. On a posé la question, la France dans 10 ans, croyez-vous à la pérennité de notre système social? Les internautes ont répondu oui à 31%, non à 65% sur 250 votants. Visiblement, ils ne partagent pas votre constat et ils ont peur pour l'avenir du système de sécurité sociale. Alors les Français, ils vivent des réalités aujourd'hui. Ils voient qu'ils payent toujours plus d'impôts, et je dois dire que cette année est particulièrement douloureuse pour eux. Et d'un autre côté, qu'on évoque toujours les mêmes déficits. Donc ils ont le sentiment que c'est un tonneau des Danaïdes. Donc dans la démarche, moi j'ai proposé tout à l'heure en réunion sur la prospective qu'on écoute les acteurs, qu'on écoute les chefs d'entreprise et que ce qu'ils ont à proposer, ce qu'ils ressentent et ce qui les ferait créer de la valeur. Par exemple, moi je rencontre beaucoup de créateurs et ils disent on est face à un mur administratif. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. C'est la fin de ce 24h Sénat. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.